À la une de ce journal, une levée de bouclier contre les allégations du président de la CAF sur l'impréparation du Cameroun à accueillir la CAN en 2019. Des acteurs sportifs, hommes politiques et citoyens ordinaires dénoncent avec force les incohérences et le manque de diplomatie dans les contre-vérités de Ahmad Ahmad. Cependant, certaines des critiques du président de la CAF révèlent la léthargie des pouvoirs publics à parachever les infrastructures destinées à abriter le plus grand rendez-vous du football africain. Une vague d'indignation à suivre au cœur de ce journal. Les économistes et la société civile tirent la sonnette d'alarme sur l'accélération de l'endettement, mais aussi la malgouvernance, deux facteurs qui maintiennent la sous-région Afrique centrale dans les abysses du sous-développement socio-économique. Quelles sont les pistes de sortie de ce cycle infernal de la dette sans croissance inclusive? Dans le chapitre économie de ce journal, nous ferons le point sur l'exécution du budget d'investissement public à mi-parcours au Cameroun. Qui se souvient encore de lui? Rudolf Douala Mangabel, ce héros national qui s'est battu pour défendre les terres camerounaises, tombe aujourd'hui dans l'oubli. Vous le suivrez dans ce journal. Seule la famille royale se souvient encore de lui et commémore ce jour. On en parle dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce lopin de terre au cœur d'un litige à Yaoundé. Des occupants d'un immeuble sont sortis manifester dans les rues leur colère contre l'obstruction de leur espace de vie, lequel est en partie occupé par un établissement de microfinance. Son titre foncier n'a pas convaincu les manifestants. Ils ont signé une pétition pour exiger l'expulsion de cette entreprise sur le terrain querellé. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Pancarte en main, les locataires et résidents de l'immeuble Simo, situé à un jet de pierre du rond-point Loncac à Yaoundé, crient leur colère. Ils exigent l'arrêt des travaux engagés par un établissement de microfinance et qui les prive de leur parking, portant par la même occasion un sérieux coup à leur activité économique. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Depuis près d'un an, on a érigé ce mur ici-là, qui nous empêche même de vendre. Les clients, auparavant, il y avait le parking ici, les gens venaient garer les voitures pour aller soit dans les cliniques au Précis ou ici à la librairie. Quand ils veulent venir, il n'y a plus moyen. Ceux qui s'entêtent même à venir, lorsqu'ils garent en route, on vient sceller, on met le sabot dans les voitures. Est-ce qu'ils peuvent encore avoir le courage de revenir? Donc le commerce est niable. Les activités sont aux arrêts. Le collectif des locataires et résidents est d'autant plus courroucé que le tribunal de première instance de Yaoundé a depuis 8 mois ordonné l'arrêt des travaux en attendant de se prononcer sur le fond du litige. En fait, le propriétaire et les occupants de cet immeuble contestent la validité du titre foncier sur lequel la microfinance s'appuie pour réaliser des travaux sur le site. Un site qui, selon le conseil du collectif, appartient au domaine public routier, lequel est inaliénable. À un moment donné, l'autorité compétente, à savoir le chef des services départementaux des cadastres, a fait un état des lieux. Il est établi que le titre foncier qui a été délivré à la régionale laisse sur une parcelle qui fait partie intégrante du domaine public routier. C'est cela la vérité. Nous sommes donc surpris que maintenant, entre-temps, il y ait un titre foncier qui soit délivré à un individu par la même autorité et que sur la base de ce titre foncier, les travaux sont entrepris. Donc nous disons, quelque part, nous avons l'impression, et nous l'affirmons, que cela relève d'un abus et même du favoritisme. Pour faire entendre leur voix, les 56 locataires et résidents de cet immeuble ont signé une pétition. Celle-ci est adressée au préfet du Fundi afin qu'il ordonne, à la suite de la décision du tribunal, l'arrêt des travaux. Une affaire à suivre. Incriminé dit agir en toute légalité et pour justifier
son droit de propriété sur le terrain querellé. Le responsable juridique de cette entreprise brandit un titre foncier. Je vous propose d'écouter Maître Désiré Balifoun. L'autorité compétente, à savoir le ministère des Domaines, jusqu'ici confirme la véracité de ce titre foncier. Il s'agit effectivement du titre foncier numéro 0353 Banfundi, qui est lui-même issu du morcellement du titre foncier 1428 Banfundi. Lui, il a été délivré à la communauté, à la collectivité Mvokfouda. Nous sommes là en 1965. L'immeuble qui appartient à la succession Simon, l'immeuble qui abrite la station Total Loncac, tous ces immeubles sont issus du morcellement de ce 1428. C'est donc de manière régulière que la régionale a donc, par voie de mutation, obtenu ce titre, comme je l'ai dit, qui est issu du titre 1428. La régionale a donc entrepris de construire son siège social sur cet immeuble. Il faut que je vous apporte une précision par rapport à cette décision. La décision a été effectivement rendue le 9 décembre 2016. Elle ordonne l'arrêt des travaux. Maintenant, la régionale a fait appel contre cette décision et a introduit une requête au Fonds de défense à exécution. Au terme de la loi du 7 août 1997 sur l'exécution des décisions de justice, lorsque vous introduisez une requête au Fonds de défense à exécution, la Cour d'appel vous délivre ce qu'on appelle le certificat de dépôt. La notification de ce certificat de dépôt à la partie adverse suspend l'exécution de la décision, même si elle a été commencée. Dans le reste de l'actualité, le traumatisme est profond pour les rescapés de cet attentat suicide qui a tué 8 enfants de moins de 15 ans à Kolofata, à l'extrême nord du Cameroun. Face à l'horreur des exactions des terroristes, le maire de cette localité interpelle Amnesty International. Amadou Daïrou et Sylvestre Hippolyte Zangaou. La mine grave et se tordant de douleur sur le lit d'hôpital. Les blessés de l'attentat du 6 août dernier à Kolofata sont loin d'oublier le drame qu'ils ont vécu. Et pourtant, ils peuvent se considérer comme chanceux, puisque dans cet attentat kamikaze, 8 enfants âgés de 10 à 13 ans ont péri. Une situation difficile, une situation de trop, dénonce Seyni Boukar, le maire de Kolofata, qui interpelle Amnesty International à faire également des rapports sur les affres de la nébuleuse Boko Haram au Cameroun. J'informe Amnesty International notamment qu'un attentat perpétré par un kamikaze dans le département du Mayo-Sava, dans l'arrondissement de Kolofata et au lieu dit Wuro-Kessoum. Cet attentat a causé la mort de 8 jeunes Camerounais, de tout jeunes Camerounais, dont les noms et les âges sont les suivants. 1. Kare Falta, 10 ans. 2. Tapita Rosa, 11 ans. 3. Asta, 7 ans. 4. Mokoji Gabriel, 13 ans. 5. Martha Doum Sahar, 13 ans. 6. Dexevaï Jeannette, 10 ans. 7. Esther Namada, 10 ans. Et 8. Mama Yaro, 13 ans. Suite à cet événement grave, du fait du nombre de morts et aussi du statut de l'âge des victimes, le maire de Kolofata annonce avec regret à Amnesty qui prétend que les droits sont violés, que dans l'accomplissement de leur ignoble tâche, la kamikaze a également trouvé la mort. Les victimes faisaient partie d'un groupe de jeunes infiltrés par le kamikaze lorsque ce dernier a actionné sa charge. Un réseau bien huilé de siphonnage du pétrole au cœur de la SCDP, les fins limiers de la police judiciaire et du groupement mobile d'intervention ont suivi la forte odeur de ce carburant dérobé dans les citernes de la SCDP et introduit sur le marché noir. Pour échapper à la vigilance, ces litres de carburant étaient dissimulés dans des récipients et bien cachés dans un domicile situé au Bois des Singes dans le 1er arrondissement de Douala. C'est lors d'une opération de bouclage que le poteau rose a été découvert. La reconstitution des faits a été suivie par nos reporters Innocent Abega et Mirabel Mazo.
des présumés voleurs de carburant interceptés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 de Bonanjan. Pour ce coup-ci, c'est 38 bidons de 30 litres chacun qui ont été pris. Mais là, ce n'est que la déclaration qui est faite. Je crois qu'à travers les enquêtes, on pourra voir exactement l'ampleur du volume qui aurait été soutiré. Ils ont été repérés pendant une opération de bouclage du cimetière du Bois de Singe. Les éléments du groupement mobile d'intervention ont découvert un stock important de carburant dissimulé dans des bidons au cimetière. Après des investigations, on apprend que ce carburant a été dérobé à la société camerounaise des dépôts pétroliers. Parce qu'ils viennent manipuler des installations qui nécessitent une certaine technicité pour être gérées. Donc, ils mettent le dépôt dans une certaine exposition, dont le risque est beaucoup plus élevé quand les individus de cette nature-là viennent nuitamment ouvrir des vannes et soutirer du produit. Donc, ils prennent un volume qui peut être négligeable, mais le plus délicat, c'est le danger qu'encourent nos installations. De fil en aiguille, la chaîne a été remontée et les différents complices directs arrêtés. Ces présumés voleurs disent bénéficier de complicités internes dans le cadre de ces opérations. Il y a un agent STP qui m'a interpellé et il a un truc à faire. Il fallait qu'on doit sortir le carburant. Ouais, il m'a remis la clé. Et dès qu'il m'a remis la clé, il nous a montré, il nous a dit au téléphone comment on peut ouvrir les vannes. Et on a ouvert, et puis on a travaillé. Le directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers s'engage à contribuer davantage à sécuriser le site des dépôts pétroliers contre ces malfrats. On renforce la sécurité, on sensibilise davantage nos collaborateurs. Comme nous l'avons dit, c'est la tolérance zéro. Si quelqu'un est pris dans ce genre de coup, nous appliquons la sanction maximale. Les 8 présumés voleurs sont désormais dans les geôles de la police judiciaire de Bonanjan. L'accélération de l'endettement et la malgouvernance sont 2 facteurs qui maintiennent l'Afrique centrale dans les abysses du sous-développement. C'est le constat que font des économistes et des acteurs de la société civile réunis à Douala. Ils ont ébauché des pistes de sortie de ce cycle infernal de la dette qui n'évoque aucune croissance inclusive dans la sous-région Afrique centrale. Reportage François Dikoumet et Étienne Pascal Azégué. Plusieurs raisons peuvent expliquer aujourd'hui les causes du surendettement en Afrique centrale. En plus des programmes d'investissement financés par la dette extérieure, d'autres facteurs tels que les déficits budgétaires et les chocs exogènes sont, entre autres raisons, de ce surendettement. L'État peut s'endetter parce qu'il est parti chercher des ressources pour réaliser une opération d'investissement ou même de fonctionnement. Par exemple, pour payer les salaires, ça arrive. Mais l'État peut également s'endetter de manière purement involontaire. Par exemple, lorsqu'il accumule les arriérés. C'est-à-dire qu'il passe des commandes aux entreprises. Quand les entreprises ont réalisé les marchés, il n'est pas capable de les payer. C'est une dette. Ces dernières années, la dette intérieure de certains pays d'Afrique centrale, tels que le Cameroun, a accru. Par exemple, en 2014, notre pays enregistrait un taux de 31,1% de dette extérieure par rapport au total de sa dette publique. Pour l'économiste Dieudonné Somba, cela est dû à une mauvaise politique de gestion. Nous sommes ici devant la problématique des politiques économiques elles-mêmes. Parce que la situation qu'on vit aujourd'hui traduit en fait une défaillance même dans les options politiques qui ont été prises. Tous les pays ne sont pas dans la même situation que nous. Mais lorsque vous avez un produit qui ne repose que sur une ou 2 matières premières, mais le jour où ces matières premières-là, les cours s'écroulent, c'est fini, vous êtes perdus. Les échanges qui ont cours à Douala sous l'égide de la société civile vont permettre de définir les besoins en renforcement de capacité dans le domaine de la création des marchés financiers plus profonds, à même d'empêcher les pays de la sous-région Afrique centrale de se surendetter. Les signaux sont également loin d'être verts pour l'exécution du budget d'investissement public
Une évaluation à mi-parcours révèle de nombreux retards dans la passation des marchés, mais aussi l'insuffisance de contrôle, la mauvaise orientation des investissements publics et des projets plombés par l'indisponibilité des liquidités pour financer les travaux sur le terrain. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. À mi-parcours pour le gouvernement, l'évaluation de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public est satisfaisante et les chiffres sont convoqués pour asseoir cette réalité. 95,94% de taux d'exécution physique, 94,07% de taux de liquidation et 97,18% de taux d'engagement. Une embellie des chiffres qui ne masque pas pour autant les difficultés. Par la bouche autorisée, nous avons déjà appris que la conjoncture économique y est pour quelque chose. Donc il y a quelques problèmes, peut-être au niveau du ministère des Finances, qui découragent un peu les exécuteurs de projets. Et évidemment, il y a la conjoncture économique que tout le monde connaît avec l'arrivée du FMI. Dans le cas de l'extrême nord, par exemple, le facteur Boko Haram constitue un handicap. Tout le monde le sait, nous sommes avec la secte Boko Haram depuis plusieurs années. Il est donc normal que là-bas, étant donné que la sécurité est perturbée, que peut-être les entrepreneurs ne soient pas très motivés pour exécuter les projets. Ce qui néanmoins n'empêche pas cette région d'obtenir des résultats. Étant donné que la sécurité pèse sur la réalisation de projets, évidemment, vous voyez que tout est mis en œuvre au niveau de l'extrême nord, par exemple, pour que la paix règne et que les projets puissent être exécutés. Côté gouvernement, on souligne qu'il est nécessaire, malgré tout, d'intégrer plus de discipline dans l'exécution de la dépense publique. Une vraie pique pour se prémunir des écarts vis-à-vis de la norme qui ont souvent plombé le budget d'investissement public. L'aggravation de cette crise sociopolitique anglophone fait planer le doute sur la prochaine rentrée scolaire. À quelques semaines de cette rentrée prévue en principe le 4 septembre 2017, les autorités traditionnelles sont inquiètes dans la région du Sud-Ouest. Elles redoutent une année blanche pour la rentrée scolaire 2017-2018. Elles viennent de se réunir, interpellant les élites en vue de sensibiliser davantage les populations sur une reprise effective des chemins de l'école pour les enfants dans la région du Sud-Ouest. Reportage Jacques Mollon et Gladys Sidier. Les mécanismes doivent être actionnés dès à présent pour que la rentrée scolaire 2017-2018 soit effective dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le message a été porté par les chefs traditionnels du Sud-Ouest au cours d'une réunion de concertation sur le devenir des élèves dans le coupé Manengumba. De l'avis des gardiens de la tradition, les élites des zones concernées doivent accentuer la sensibilisation de proximité dès maintenant pour maximiser les chances des élèves de retrouver le chemin de l'école. Il faut que ces élites-là maintenant, il faut que plus que jamais, n'est-ce pas, rentrent au village, expliquer, sensibiliser les populations, n'est-ce pas, le bien fondé de l'éducation des enfants. Et éviter de creuser encore l'écart qui existe entre les enfants diminués, les enfants des paysans et les enfants de ceux des bourgeois qui fréquentent, mais les enfants des paysans dans les villages restent sans aller à l'école. Comment les enfants doivent aller à l'école? Parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas parce que nous sommes grands maintenant que les enfants ne vont pas fréquenter. C'est très important. Premièrement, on va toujours voir les membres du gouvernement pour qu'ils améliorent nos situations. Face aux craintes des parents concernant la sécurité de leurs enfants, les chefs traditionnels interpellent le gouvernement qui doit mettre tous les moyens pour assurer leur protection, mais aussi qui doit tout faire pour que les élèves ne soient pas sevrés d'enseignement. Seuls les gardiens de la tradition et ses descendants se souviennent encore de lui, Rudolf Douala Mangabel, le roi des Douala, héros national qui avait défendu les terres du Cameroun face à la pénétration allemande. Malgré le fait qu'il soit placé au panthéon des héros nationaux, aucune cérémonie officielle nationale n'a été effectuée ce jour
pour commémorer le souvenir de celui qui s'est battu pour défendre les terres et la nation camerounaise. Reportage avec Julienne Berthe-Bissaye. 8 août 1914, 8 août 2017, cela fait exactement 103 ans que Rudolf Douala Mangabel fut pendu à la marine marchande de Bonanjo par les Allemands. Fils de Mangandoumbe et par ailleurs roi Bel, Rudolf Douala Mangabel fut pendu pour son opposition à l'administration allemande sur le Cameroun. Le combat qu'il a mené était un combat de défense des intérêts de son peuple. À partir du moment où les Allemands ont décidé d'exproprier définitivement les Camerounais, les autochtones qui étaient sur les berges de Vouri à Camerounstown et de les refouler en créant une zone de no man's land, comme c'était ainsi appelé, justement grand conflit qui a mené à son exécution. Considéré comme exemple d'intégrité et de détermination, Rudolf Douala Mangabel demeure jusqu'à nos jours parmi les hommes les plus illustres du Cameroun. Le roi est celui-là qui se bat et qui combat pour son peuple, et à l'époque, Rudolf Douala Mangabel l'a si bien démontré parce qu'il a accepté jusqu'au sacrifice ultime, jusqu'à la peine suprême, pour que les intérêts de son peuple soient respectés. Et c'est normal qu'il soit érigé en héros national parce qu'il a fait don de soi. Il a fait don de soi et il n'a pas pensé à ses intérêts personnels. Même sa vie n'avait pas plus d'importance que la liberté et l'émergence de son peuple. C'est à l'occasion de ce triste anniversaire que les chefs traditionnels Douala, dirigés par son Altesse Royale le Prince Bébé Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel, ont fait allégeance au roi défunt. Un moment très fort que l'évocation de la complainte de Rudolf Douala Mangabel. Il marque dans mon esprit une borne charnière à plusieurs strates. La famille Douala Mangabel vit certes le deuil de son père, avec toutes ses conséquences, mais doit se résoudre à accepter qu'il ne lui appartienne plus. Il est pourtant un aspect subtil et mésestimé qui a marqué au père rouge une généalogie. Au-delà de ces hommages adressés à Rudolf Douala Mangabel par un groupe de dignitaires, l'on se demande pourquoi la mémoire collective des héros n'est pas célébrée au Cameroun. C'est une levée de bouclier contre les allégations du président de la CAF sur l'impréparation du Cameroun à accueillir la CAN en 2019, acteurs politiques qui se soulèvent pour déplorer avec force les incohérences et le manque de diplomatie dans les contre-vérités de Ahmad Ahmad. Cependant, certains estiment que ces critiques révèlent les défaillances et la léthargie des pouvoirs publics à parachever les infrastructures destinées à abriter cette compétition. Réaction de la classe politique dans ce reportage est signé Emos Fonga et Hervé Kemnier. Si la déclaration musclée du président de la CAF, Ahmad Ahmad, sur le degré d'impréparation du Cameroun qui a bénéficié de l'organisation de la CAN 2019 en 2014, déchaîne les passions et cristallise toutes les attentions, la classe politique n'est pas restée insensible à cette sortie médiatique du nouveau patron du football continental qui a écorné l'image du Cameroun. Pour Aïssi Biosala du RDPC, il faut calmer le juge et surtout ne pas accorder du crédit aux propos du président de la CAF. Ce qu'il dit, même un jeune enfant trouve des incohérences là-dedans. Mais est-ce que c'est une raison pour que tout le pays s'énerve contre un individu? Parce que son secrétaire général a une position différente. Non, moi je crois qu'il faut jouer. Le Cameroun est une grande nation sportive, une grande république même dans l'ensemble. On ne doit pas crier parce que moi je pense qu'il se trompe lourdement. Pour le militant du parti au pouvoir, le président de la CAF affiche ainsi son manque de maturité. Le nouveau président de la CAF, il n'a pas encore la maîtrise d'un homme expérimenté au volant d'une grosse machine comme ça. Non, le gouvernement a donné déjà des positions claires et nettes. En 2 ans, le Cameroun est capable
de remplir les conditions extra qu'il impose, puisqu'il est président de la CAF. Moi, je ne pense pas qu'on doit prendre des fusils contre une mouche, il faut laisser ça. Au sein de l'opposition, notamment à l'UDC, le président de la CAF n'est pas à mettre sur le grill. Selon Sambaka, c'est le Cameroun, dans sa série d'improvisation, qui a prêté le flanc au président de la CAF, Hamad. C'est que nous avons trois acteurs. Hein. Nous avons d'un côté l'organisateur, c'est-à-dire le président de la CAF, qui est inquiet par rapport à une situation et qui veut réussir sa première CAN. De l'autre côté, nous avons le Cameroun qui s'est engagé et qui accuse du retard et qui doit rattraper ce retard. Et puis, évidemment, la troisième partie, c'est ceux qui sont à l'affût, qui aimeraient récupérer cette CAN parce qu'ils ont les infrastructures qu'on demande. On aurait tout simplement souhaité que le Cameroun s'oppose à ce qu'on passe à 24 équipes. Mais le Cameroun l'a accepté et c'est vraiment embêtant parce que ça augmente la charge. Ça augmente la charge et ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que l'équipe camerounaise a déjà gagné 5 coupes et on risque de l'oublier. Il faut bien qu'on mette l'accent sur l'équipe parce que si la CAN ne se joue pas au Cameroun, il faudra bien que l'équipe du Cameroun aille gagner cette CAN où que ce soit. Dans la foulée, le vice-président du DC pense que l'État doit mettre à contribution toutes les expertises locales pour atteindre cet objectif de l'organisation de la CAN 2019. Nous tous, nous voulons cette CAN au Cameroun, donc inviter tous les spécialistes, n'est-ce pas, qui sont camerounais, à voir comment réorganiser cela pour que ça aille vite, parce que les souvenirs que nous avons, c'est que nous n'avons jamais pu atteindre des objectifs en temps opportun. Donc nous devons mettre toutes les intelligences camerounaises sans fioriture, n'est-ce pas, pour qu'on trouve le moyen d'arriver à atteindre nos objectifs. Le STF, plus tranché, condamne le laxisme des autorités camerounaises. Et sans vouloir dire que le Cameroun ne mérite pas d'organiser une CAN, bien sûr, le Cameroun mérite d'organiser une CAN, mais est-ce que le régime en place a la capacité de le faire? Parce que voyez-vous, tout le monde sait que l'organisation de la CAN 2019 est un programme politique. Ce n'est pas un événement sportif et je pense que la communauté internationale l'a compris aussi. Et donc il faut faire très attention quand on essaye d'utiliser des événements aussi prestigieux que la CAN à des fins politiques. Le résultat est celui qu'on voit là. Le vice-président Joshua aussi balaie d'un revers de la main la thèse d'un complot contre le Cameroun. Mais tout ce que je sais, c'est que nous faisons preuve aujourd'hui, encore une fois, de beaucoup d'amateurisme quand il s'agit d'organiser un événement international. Et nous savons, et puis je pense que quand on est malade, la première chose, c'est de reconnaître qu'on est malade. Donc on ne peut que corriger tout ce que les gens reprochent au Cameroun en reconnaissant qu'il y a un problème et puis essayer de voir comment on peut le résoudre. Ce n'est pas en sortant tous les drapeaux du Cameroun dans la rue que ces problèmes vont être résolus. Autre réaction, ce sont des acteurs camerounais de football qui condamnent avec la dernière énergie les propos du président de la Confédération africaine, la CAF. L'on note que des entraîneurs et dirigeants sportifs estiment que Hamad a manqué de courtoisie et de diplomatie à travers des allégations injustifiées sur l'incapacité du Cameroun à organiser la CAN en 2019. Reportage Joël Essengé et Aïk Cyril. Vous avez entendu la Face aux propos tenus par le président de la Confédération africaine de football, les acteurs du mouvement sportif au Cameroun marquent leur indignation. Jusqu'ici, le Cameroun n'a reçu aucune mission d'inspection officielle de la CAF. Mais comment a-t-il pu obtenir autant d'informations qui lui permettent de déclarer que le Cameroun n'est pas prêt? J'ai comme l'impression qu'il y a comme de l'acharnement de la part du président de la CAF contre le Cameroun. L'indignation est d'autant plus grande que l'attitude du président de la CAF manque d'élégance et de diplomatie. Si au moins la mission d'inspection, au regard de son rapport, laissait planer des incertitudes quant à la réalisation à date des différentes infrastructures que le Cameroun doit proposer pour défendre son statut de pays hôte à la CAF, si au moins c'était à base de ce rapport de la mission d'inspection que le président de la CAF s'inspirait, là il n'y aurait pas eu de problème. Mais je vous ai dit que, et ça, ceux qui sont un peu, qui sont plus fins vont se rendre compte qu'il a manqué d'élégance, d'humilité, mais aussi de timing, parce que là, il est un peu allé vite en besogne.
Mais au-delà de tout, si les propos de Ahmad Ahmad sont de nature choquante, le Cameroun pourrait également s'en servir pour sortir de sa torpeur. Je pense que peut-être il est en train de mettre la pression sur le Cameroun pour que les travaux avancent très vite et que par rapport à ça, c'est à nous de jouer, de ne pas baisser les bras. Nous avons encore 24 mois devant nous. Donc je pense que la chance est de notre côté pour pouvoir réussir le pari. En dépit de la réaction hautement et très violente du président de la CAF lors de ces différentes sorties à Ouaga, jusqu'à présent, je pense que la diplomatie camerounaise est restée observatrice. Je pense également qu'il est temps aussi de les approcher et puis d'avoir une discussion saine et efficace pour que nous puissions, en toute sérénité, préparer l'organisation de cet événement. Dans une sortie médiatique au Burkina Faso, le président de la Confédération africaine de football a indiqué que le Cameroun n'est pas prêt, même pour une CAN à 4 pays. Des propos qui, de l'avis des acteurs de foot au Cameroun, ne reflètent pas la réalité. Et l'ancien président de cette Confédération africaine de football est sorti de sa réserve. Issa Hayatou évoque et dénonce les propos du nouvel homme fort de la CAF. Il démonte pièce par pièce les critiques du président Ahmad Ahmad à l'encontre du Cameroun, qui selon lui n'est pas prêt à organiser une compétition même avec 4 équipes. Issa Hayatou défend le dossier du Cameroun et les différentes infrastructures sportives qui peuvent permettre au Cameroun d'abriter cette compétition d'envergure continentale. Je vous propose d'écouter Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football. Vous savez, depuis que je suis parti de la CAF, je me suis gardé de mettre un avis en direction de la Confédération africaine de football. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler de ça. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, comme n'importe qui de bon sens, ne peut que regretter ce qui a été dit. Parce qu'il faut d'abord venir constater, avant de sortir ce qu'il a sorti. À l'heure actuelle, le Cameroun a déjà 5 stades. Il y a 5 stades au Cameroun. On ne parle pas de ce qu'on est en train de construire. On pouvait organiser cette CAN même avec ces 5 stades. Ils sont là, physiques. Donc 3, et 3 neufs. Et 2 à reconfectionner. Le stade de Douala et le stade de Garo. Mais les autres, que ce soit Bimbe, que ce soit Bafoussa ou le stade Amadou Aïdo ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien, c'est pas possible. On peut compter combien de pays en Afrique qui ont ce que nous avons là. Il ne faut pas vous leurrer. Nous sommes en avance. Et d'autre part, on ne peut pas dire que la CAF va retirer parce que quand on a eu à retirer les coupes aux gens, c'est eux qui n'ont rien fait. Par exemple, quand on a retiré à Madagascar, c'était au mois de janvier pour une compétition qui doit se dérouler au mois de mai, donc 4 mois avant. Il n'y a même pas d'inscription, on dit qu'il n'y a rien. Vous comprenez? C'est pour vous dire que vraiment nous ne sommes pas... moi je suis particulièrement surpris, connaissant les rouages de la CAF. Bon, Vous venez de suivre Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football et président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football au Cameroun. Un public reportage dans ce journal des forces vives qui se mobilisent pour le développement socio-économique et culturel de Bamena, localité située dans la région de l'Ouest. Reportage. Peuplé d'environ 17 000 habitants et situé dans le département d'Undi à l'Ouest Cameroun, le groupement Bamena est dirigé par Saint-Martin Djoukouenitou Alexandre. C'est dans le seul et unique but de redynamiser le village qu'a eu le samedi dernier le lancement officiel de la première édition du congrès international Bamena et sous le thème « Jeunesse Bamena, enjeux et développement ». La place des fêtes du dit village a servi de cadre à une cérémonie riche en sons et en couleurs. Ici, on a battu le rappel des troupes avec une diaspora fortement représentée. Tout commence par l'hymne national du Cameroun, la suite en langue Bamena. Suivra un mariage collectif co-célébré par l'actuel maire de Banganté, Célestine Ketcha-Courtès et Sa Majesté Djoukouenitou Alexandre. Au total, 5 couples, tout ceci dans une ambiance de grand jour.
confiante de ce que les Bamena de la diaspora et de l'intérieur ont compris que le développement de leur groupement, partant le développement du Cameroun, le développement durable du Cameroun, se fera avec les fils de nos groupements. Au bain des allocutions, Sa Majesté Njoukwénétou Alexandre saluera l'initiative du comité d'organisation pour cette première édition du congrès international Bamena. Quant à M. Ndia Joël, président du comité d'organisation, cette édition doit être pérennisée. Jeunesse Bamena, nous avons fait un pas et nous devons tenir ce flambeau tête haute. Fiers d'appartenir à ce groupement et de travailler dans son développement dans l'unité. L'autre temps fort de cette cérémonie sera le grand défilé par délégation et toujours dans une euphorie totale. Allons-y. La dernière articulation de la matinée sera la découverte du nouveau visage du centre de santé de Bamena, entièrement refait et équipé par une diaspora qui aura véritablement mis les petits dans les grands avec un impressionnant don constitué du matériel médical. Le village Bamena en sort gagnant. Et c'est pour moi l'occasion de dire un grand merci à tous les Bamena, confondus hommes, femmes, enfants et vieillards. C'est également à remercier tous les Bamena, c'est-à-dire toutes les femmes Bamena de Paris qui ont eu la gentillesse, la solidarité, on va dire comme ça. Mes mots sont très forts aujourd'hui parce que je suis tellement émue de me retrouver avec les miens. Une véritable bouffée d'oxygène pour le personnel de ce centre de santé qui tirait déjà le diable par la queue. Oui, Bamena avait, sans santé intégrée de Bamena avait vraiment besoin de ça. Parce que tous les bâtiments étaient vieux, tout était vieux. Voilà, la diaspora est venue nous rénover un peu le centre de santé. Et puis... Cette cérémonie de lancement de la première édition du Congrès international Bamena s'est nuitamment achevée par une soirée festive meublée par des prestations scéniques, parmi lesquelles l'élection de la Miss Bamena. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas à votre rendez-vous ce soir. Parole des femmes, une tribune pour les femmes où elles vont débattre des problématiques qui les concernent au quotidien. Émission présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Sur le terrain querellé. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Pancarte en main, les locataires et résidents de l'immeuble Simo, situé à un jet de pierre du rond-point Loncac à Yaoundé, crient leur colère. Ils exigent l'arrêt des travaux engagés par un établissement de microfinance et qui les prive de leur parking, portant par la même occasion un sérieux coût à leur activité économique. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Depuis près d'un an, on a érigé ce mur ici-là, qui nous empêche même de vendre. Les clients, auparavant il y avait le parking ici, les gens venaient garer les voitures pour aller soit dans la clinique au pressing ou ici à la librairie. Quand ils veulent venir, il n'y a plus moyen. Ceux qui s'entêtent même à venir, lorsqu'ils garent la route, on vient sceller, on met le sabot dans les voitures. Est-ce qu'ils peuvent encore avoir le courage de revenir? Donc le commerce est niable. Les activités sont aux arrêts. Le collectif des locataires et résidents est d'autant plus courroucé que le tribunal de première instance de Yaoundé a depuis 8 mois ordonné l'arrêt des travaux en attendant de se prononcer sur le fond du litige. En fait, le propriétaire et les occupants de cet immeuble contestent la validité du titre foncier sur lequel la microfinance s'appuie pour réaliser des travaux sur le site. Un site qui, selon le conseil du collectif, appartient au domaine public routier, lequel est inaliénable. À un moment donné, l'autorité compétente, à savoir le chef des services départementaux des cadastres, a fait un état des lieux. Il est établi que le titre foncier qui a été délivré à la régionale l'est sur une parcelle qui fait partie intégrante du domaine public routier. C'est cela la vérité.
Nous sommes donc surpris que maintenant, entre-temps, il y ait un titre foncier qui soit délivré à un individu par la même autorité et que sur la base de ce titre foncier, des travaux soient entrepris. Donc nous disons, quelque part, nous avons l'impression, et nous l'affirmons, que cela relève d'un abus et même du favoritisme. Pour faire entendre leur voix, les 56 locataires et résidents de cet immeuble ont signé une pétition. Celle-ci est adressée au préfet du Fundi afin qu'il ordonne, à la suite de la décision du tribunal, l'arrêt des travaux. Une affaire à suivre. Incriminé dit agir en toute légalité et pour justifier son droit de propriété sur le terrain querellé, le responsable juridique de cette entreprise brandit un titre foncier. Je vous propose d'écouter Maître Désiré Balifoun. L'autorité compétente, à savoir le ministère des Domaines, jusqu'ici confirme la véracité de ce titre foncier. Il s'agit effectivement du titre foncier numéro 0353 Banfundi, qui est lui-même issu du morcellement du titre foncier 1428 Banfundi. Lui, il a été délivré à la communauté, à la collectivité Mvokfouda. Nous sommes là en 1965. L'immeuble qui appartient à la succession Simon, l'immeuble qui abrite la station Total Loncac, tous ces immeubles sont issus du morcellement de ce 1428. C'est donc de manière régulière que la régionale a donc, par voie de mutation, obtenu ce titre, comme je l'ai dit, qui est issu du titre 1428. La régionale a donc entrepris de construire son siège social sur cet immeuble. Il faut que je vous apporte une précision par rapport à cette décision. La décision a été effectivement rendue le 9 décembre 2016. Elle ordonne l'arrêt des travaux. Maintenant, la régionale a fait appel contre cette décision et a introduit une requête au Fonds de défense à exécution. Au terme de la loi du 7 août 1997 sur l'exécution des décisions de justice, lorsque vous introduisez une requête au Fonds de défense à exécution, la Cour d'appel vous délivre ce qu'on appelle le certificat de dépôt. La notification de ce certificat de dépôt à la partie adverse suspend l'exécution de la décision, même si elle a été commencée. Dans le reste de l'actualité, le traumatisme est profond pour les rescapés de cet attentat suicide qui a tué 8 enfants de moins de 15 ans à Kolofata, à l'extrême nord du Cameroun. Face à l'horreur des exactions des terroristes, le maire de cette localité interpelle Amnesty International. Amadou Daïroum et Sylvestre Hippolyte Zangaou. La mine grave et se tordant de douleur sur le lit d'hôpital. Les blessés de l'attentat du 6 août dernier à Kolofata sont loin d'oublier le drame qu'ils ont vécu. Et pourtant, ils peuvent se considérer comme chanceux, puisque dans cet attentat kamikaze, 8 enfants âgés de 10 à 13 ans ont péri. Une situation difficile, une situation de trop, dénonce Seyni Boukar, le maire de Kolofata, qui interpelle Amnesty International à faire également des rapports sur les affres de la nébuleuse Boko Haram au Cameroun. J'informe Amnesty International notamment qu'un attentat perpétré par un kamikaze dans le département du Mayo-Sava, dans l'arrondissement de Kolofata et au lieu dit Wuro-Kessoum. Cet attentat a causé la mort de 8 jeunes Camerounais, de tout jeunes Camerounais, dont les noms et les âges sont les suivants. 1. Kare Falta, 10 ans. 2. Tapita Rosa, 11 ans. 3. Asta, 7 ans. 4. Mokoji Gabriel, 13 ans. 5. Martha Doum Sahar, 13 ans. 6. Dexevaï Jeannette, 10 ans. 7. Esther Namada, 10 ans. Et 8. Mama Yaro, 13 ans. Suite à cet événement grave, du fait du nombre de morts et aussi du statut de l'âge des victimes, le maire de Kolofata annonce avec regret à Amnesty qui prétend que les droits sont violés, que dans l'accomplissement de leur ignoble tâche, la kamikaze a également trouvé la mort. Les victimes faisaient partie d'un groupe de jeunes infiltrés par le kamikaze lorsque ce dernier
a actionné sa charge. Un réseau bien huilé de siphonnage du pétrole au cœur de la SCDP, les fins limiers de la police judiciaire et du groupement mobile d'intervention. À la une de ce journal, une levée de bouclier contre les allégations du président de la CAF sur l'impréparation du Cameroun à accueillir la CAN en 2019. Des acteurs sportifs, hommes politiques et citoyens ordinaires dénoncent avec force les incohérences et le manque de diplomatie dans les contre-vérités de Ahmad Ahmad. Cependant, certaines des critiques du président de la CAF révèlent la léthargie des pouvoirs publics à parachever les infrastructures destinées à abriter le plus grand rendez-vous du football africain. Une vague d'indignation à suivre au cœur de ce journal. Les économistes et la société civile tirent la sonnette d'alarme sur l'accélération de l'endettement, mais aussi la malgouvernance, deux facteurs qui maintiennent la sous-région Afrique centrale dans les abysses du sous-développement socio-économique. Quelles sont les pistes de sortie de ce cycle infernal de la dette sans croissance inclusive? Dans le chapitre économie de ce journal, nous ferons le point sur l'exécution du budget d'investissement public à mi-parcours au Cameroun. Qui se souvient encore de lui? Rudolf Douala Mangabel, ce héros national qui s'est battu pour défendre les terres camerounaises, tombe aujourd'hui dans l'oubli. Vous le suivrez dans ce journal. Seule la famille royale se souvient encore de lui et commémore ce jour. On en parle dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce lopin de terre au cœur d'un litige à Yaoundé. Des occupants d'un immeuble sont sortis manifester dans les rues leur colère contre l'obstruction de leur espace de vie, lequel est en partie occupé par un établissement de microfinance. Son titre foncier n'a pas convaincu les manifestants. Ils ont signé une pétition pour exiger l'expulsion de cette entreprise. Ont suivi la forte odeur de ce carburant dérobé dans les citernes de la SCDP et introduit sur le marché noir. Pour échapper à la vigilance, ces litres de carburant étaient dissimulés dans des récipients et bien cachés dans un domicile situé au Bois des Singes dans le 1er arrondissement de Douala. C'est lors d'une opération de bouclage que le poteau rose a été découvert. La reconstitution des faits a été suivie par nos reporters Innocent Abega et Mirabel Mazo. Des présumés voleurs de carburant interceptés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 de Bonanjan. Pour ce coup-ci, c'est 38 bidons de 30 litres chacun qui ont été pris. Mais là, ce n'est que la déclaration qui est faite. Je crois qu'à travers les enquêtes, on pourra voir exactement l'ampleur du volume qui aurait été soutiré. Ils ont été repérés pendant une opération de bouclage du cimetière du Bois de Singes. Les éléments du groupement mobile d'intervention ont découvert un stock important de carburant dissimulé dans des bidons au cimetière. Après des investigations, l'on apprend que ce carburant a été dérobé à la société camerounaise des dépôts pétroliers. Parce qu'ils viennent manipuler des installations qui nécessitent une certaine technicité pour être gérées. Donc, ils mettent le dépôt dans une certaine exposition, dont le risque est beaucoup plus élevé que les individus de cette nature viennent nuitamment ouvrir des vannes et soutirer du produit. Donc, ils prennent un volume qui peut être négligeable, mais le plus délicat, c'est le danger qu'encourent nos installations. De fil en aiguille, la chaîne a été remontée et les différents complices directs arrêtés.
Ces